Cathy, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, heureux de vous accueillir sur Studio Qualita pour parler non pas d'actualité, mais oui, on va parler d'actualité, mais une actualité qui est liée à votre profession aujourd'hui, à votre spécialisation, expertise aujourd'hui de Tohénète rabbinique, on va dire avocate rabbinique, c'est le terme exact que l'on peut utiliser ? Avocate rabbinique, c'est avocate devant les tribunaux rabbiniques. Voilà. Alors, nous parlons de cela à l'occasion de cette affaire Yaron Attias, cet Israélien qui a refusé pendant 2 ans d'accorder le divorce, le guet religieux à son épouse et qui a été forcé de le faire en début de semaine après une pression, on va dire, presque sans précédent de la part du tribunal rabbinique israélien qu'il avait, on va dire, presque excommunié, hein, si l'on peut dire, et qu'il a des pressions donc qui l'ont forcé à accorder le divorce à son épouse. C'est un cas, on en a beaucoup parlé dans les médias israéliens. Est-ce que c'est un cas sans précédent ? Non, c'est pas un cas sans précédent. D'abord, vous utilisez le mot d'excommunier, c'est exactement ça en fait. Et c'est une méthode qui existe dans la loi juive depuis en fait presque un millénaire. C'est ce que l'on appelle la Hakot de Rabbeinu Tam. Donc ça date de Rabbeinu Tam, qui est le petit-fils de Rachi. Donc vous voyez, début du XIIe siècle, presque donc un millénaire, qui avait décidé dans un de ses livres que, étant donné qu'il y avait des cas où les hommes refusaient catégoriquement de libérer leurs femmes, alors que le Beth Din avait décidé qu'il n'y avait aucune chance de shalom bayit, de paix dans le ménage, alors il fallait l'excommunier. À ce moment-là, c'était ne pas monter à la Torah, ne pas lui parler, ne pas l'enterrer, ne pas faire la circoncision à ce fils, etc. Aujourd'hui, c'est basé exactement sur la même halakha de Rabbeinu Tam que le tribunal rabbinique de Haïfa a pris cette décision. Alors c'est sûr qu'en 2018, il y a une autre image. Alors c'est ça. Pourquoi on a vraiment l'impression que c'est une affaire particulière ? Parce que on a été habitué à entendre parler de cas de femmes, d'hommes qui ont refusé de donner le guet à leur épouse pendant plusieurs années, parfois même 10 ans, 20 ans. Il y a des cas d'Israéliens qui sont restés en prison de très nombreuses années en refusant d'accorder le guet à leur épouse. Est-ce que aujourd'hui vous sentez, vous, que les tribunaux rabbiniques israéliens ont pris conscience du problème et qu'ils sont déterminés à utiliser tous les moyens de pression possibles pour faire céder les maris récalcitrants ? Écoutez, c'est sûr qu'il y a une évolution dans les tribunaux rabbiniques en Israël. C'est pas la situation d'il y a 25 ans. C'est pas non plus aujourd'hui la situation du célèbre film Get. Mais tout de même, cette décision d'excommunier, si vous voulez, un mari, c'est tout de même très, très, très rare. Bien qu'elle existe, elle est très rarement utilisée parce que la plupart du temps, il faut savoir que ça ne fonctionne pas. Là, il y a eu une série de circonstances qui ont amené le mari, en fin de compte, à céder au bout de quelques semaines. Mais vous avez plusieurs cas où il y a eu des décisions de l'excommunication qui, jusqu'à aujourd'hui, ne marchent pas. Regardez la célèbre histoire de ce guest qui est un professeur de Bar-Ilan, de l'université de Bar-Ilan, qui est actuellement quelque part à Bruxelles et qui refuse toujours de donner le guet alors qu'il a été excommunié et alors qu'il y a eu une série de mesures. Donc ce n'est pas toujours automatique. Et est-ce que là, je fais appel à votre seconde casquette, le fait que, c'est-à-dire l'impact des médias n'a pas été déterminant dans cette affaire parce que c'est en fait ce que l'on appelle dans les réseaux sociaux un véritable shaming national qu'a subi ce Yaron Attias pour être contraint d'accorder le divorce à son épouse. Et on a vu que les médias se sont emparés de l'affaire et qu'ils l'ont interrogé, ils ont exercé des pressions. J'ai entendu une interview de cet homme-là sur une chaîne de radio. Il y a eu des pressions. Est-ce que quelque part les médias n'ont pas influé sur cette décision finalement ? C'est clair qu'il y a eu une influence, et ce qui est très intéressant, et là c'est nouveau, c'est que si vous voulez, il y a eu véritablement un débat médiatique entre l'homme et la femme à travers les médias, parce que Yaron Attias n'a pas arrêté de publier des posts sur son Facebook en expliquant pourquoi il avait raison, pourquoi il ne veut pas demander le guet. Et de l'autre côté, la femme a répondu, les médias se sont mêlés de cette histoire, c'est arrivé jusqu'à la Knesset. Il y a eu véritablement depuis plusieurs semaines un débat médiatique. Mais c'est exactement ce que voulait le tribunal de Haïfa. Il disait, si on amène l'histoire sur la place publique, c'est exactement d'ailleurs ce que pensait Rabbeinu Tam au XIIe siècle. Si on amène l'affaire sur la place publique, il y a des chances d'influencer, de convaincre un mari récalcitrant. Alors, est-ce que on est obligé de passer par ce créneau, par cette excommunication d'un mari récalcitrant, ou alors il y a aujourd'hui
d'après la halakha, d'autres moyens de libérer une femme qui veut divorcer de son mari? Écoutez, si on se place dans le monde orthodoxe de la halakha, donc si vous voulez l'engagement vis-à-vis de la loi juive du Shulchan Arour, disons, le seul moyen de libérer une femme, d'accord, c'est soit par le divorce, c'est-à-dire le consentement de l'homme qui de sa propre volonté donne le guet à sa femme. C'est ça la halakha. Et donc, il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai que dans un certain nombre de milieux, disons, par exemple les milieux conservateurs, réformistes aux États-Unis, etc., il y a toutes sortes d'autres idées qui sont soulevées, comme par exemple l'annulation des mariages qui existaient également, mais dans certaines conditions. Mais pour aujourd'hui, si vous voulez, pour éclaircir la situation et pour pas donner des illusions, parce que c'est le grand problème à des femmes qui sont dans cette situation, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que l'homme de donner de sa propre volonté le guet à sa femme. Ceci dit, avant d'arriver à cette situation vraiment tragique, dramatique de Yaron Attias, parce que c'est tout de même une décision très très grave de publier la photo d'un homme, de faire du shaming, il y a tout un système à l'intérieur des tribunaux rabbiniques en Israël de pression psychologique. Vous avez une équipe de psychologues, vous avez tout un système qui tente de convaincre un homme. On commence par exemple à lui retirer son permis de conduire, ensuite sa carte Visa. C'est quelque chose qui est progressif. C'est pas tout d'un coup comme ça que vous publiez la photo d'un homme. Lorsque la photo d'un homme était publiée de cette manière pour Yaron Attias, c'est que le tribunal rabbinique, il a pensé deux choses. Un, qu'il n'y avait pas d'autre solution, et deux, que ça allait marcher. Parce qu'il y a souvent des cas où ça ne va pas marcher. Dans ce cas-là, le tribunal rabbinique ne prend pas une telle décision dramatique. Il y a aussi la problématique, et ça arrive souvent, je le suppose, et vous allez peut-être nous le confirmer, il y a des pressions de la part de l'homme. En tout cas, l'homme peut affirmer à de multiples reprises je suis prêt à donner le guet à mon épouse à condition d'obtenir on va dire une contrepartie financière substantielle, un renoncement de l'épouse à sa part on va dire d'un appartement, etc. Là aussi, est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher l'homme de faire ce genre de pression? Mais d'abord, lorsqu'un homme refuse de donner le guet, à 90%, c'est exactement le cas que vous venez de décrire. Alors une fois, c'est des questions d'argent, l'autre fois, c'est une question des enfants. C'était le cas d'ailleurs de Yaron Attias. Il y a toujours une excuse pour que l'homme, il dit pas, je veux pas donner de guet. C'est très rare qu'il dise, je veux pas donner de guet, point à la ligne. Il dit, je veux pas donner de guet, et il explique pourquoi il veut pas donner de guet. Et à ce moment-là, c'est le Beddin qui intervient. Si le Beddin écoute les deux et arrive à la conclusion que ce sont des prétextes, qu'il n'y a aucune solution, parce que c'est ça aujourd'hui, si vous voulez, la halakha. Lorsqu'il n'y a strictement aucune chance de shalom bayit, de paix, de retour, si vous voulez, d'une vie conjugale, alors donner le guet, c'est une mitzvah. C'est le message qui est donné aujourd'hui dans les tribunaux rabbiniques d'Israël, et c'est le message qui est dit haut et fort. Et ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, c'était dit d'une manière relativement à petits pas. Et aujourd'hui, on le dit d'une manière très claire. Et donc, il y a un changement. D'où vient ce changement? Si ce changement, vous l'avez souligné à travers le tribunal de rabbinique de Haïfa, d'où vient le changement? Est-ce que il y a un changement au niveau des dayanim et notre perception? Est-ce que ce sont des dayanim qui sont, on va dire, plus impliqués dans la cité, dans la vie de la cité, de la société israélienne, ou alors, c'est-à-dire, on s'était habitué à une forme à certains dayanim qui étaient, on va dire, un petit peu en retrait, on va dire très impliqué dans le monde orthodoxe, voire ultra-orthodoxe. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce changement est dû peut-être à l'entrée dans les tribunaux rabbiniques de juges qui sont, tout en étant très respectueux de la halakha, on va dire plus ouverts? Écoutez, c'est vrai qu'il y a eu une entrée ces dernières années de jeunes juges rabbiniques qui ont amené, si vous voulez, leur expérience de la société israélienne, notamment qui viennent du monde religieux sioniste et pas du monde ultra-orthodoxe. Oui. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que même par exemple, l'affaire du tribunal de Haïfa, les trois juges, ce sont des trois juges ultra-orthodoxes qui ne sont pas religieux sionistes, ils ont pris cette décision. Il y a, si vous voulez, une dynamique de la halakha, sans la changer. Il y a tout de même une dynamique, une influence de ce qui se passe dans la société. Il faut rappeler également qu'en Israël, c'est pour ça que la situation en Israël est bien meilleure que la situation en diaspora. C'est qu'en Israël, vous avez eu des campagnes médiatiques, des combats d'organisation de femmes depuis maintenant plus de 30 ans. Et si vous voulez, en fin de compte, on commence à voir aujourd'hui les résultats, si vous voulez, de ces campagnes et de ces luttes qui ont été menées.
Eh bien, Cathy Bisseror, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier, très d'actualité. Ce n'est pas l'actualité politique ou diplomatique ou sécuritaire, mais c'est l'actualité, on va dire, religieuse et sociétale en Israël. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet important autour du dossier Yaron Attias. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.